Merci William, bienvenue à chacun. Alors nous parlerons aujourd'hui des questions de refondation de l'école, selon l'expression du ministre actuel de l'Éducation nationale Vincent Peillon, qui a donc lancé un vaste plan de réforme sur la refondation de l'école. Nous avons souhaité poser cette question à travers deux axes principaux qui forment donc l'alternative: restaurer le public ou libérer l'enseignement. Pour aborder cette question, nous avons le plaisir d'accueillir deux professeurs agrégés de philosophie. À ma gauche, Jean-Noël Dumont, qui a été longtemps professeur de lycée et de prépa chez les Maristes à Lyon. Il est dans une certaine retraite, mais très partielle aujourd'hui, toujours très actif, notamment à la tête du Collège supérieur, dont il est le directeur et le fondateur. Il est également membre de l'Académie catholique de France, et son dernier ouvrage paru s'appelle Le plaisir. Il a été édité par le Collège supérieur l'an dernier. À ma droite, Yannick Jaffray, qui est professeur de philosophie dans un lycée public du 5e. Il est aussi actuellement le président du collectif Racine, dont il va nous parler. Et je note qu'il est engagé en politique depuis longtemps. Il a été longtemps militant auprès de Jean-Pierre Chevènement. Voilà, je le laisse commencer. Là on est bon, on m'entend. Je tiens à remercier les alternatives catholiques, à l'invitation desquelles nous sommes réunis pour débattre. Je remercie également Jean-Noël Dumont, dont j'ai aujourd'hui l'honneur d'être le contradicteur. Je sais son autorité et son rayonnement à Lyon, et l'admiration que lui vouent ses anciens élèves m'est parvenue par l'une d'entre elles, Agnès Marion, ici présente, dont je suis l'humble second sur la liste Rassemblement Bleu Marine pour le 7e arrondissement. Alors je voudrais me tenir au plus près de l'intitulé de notre débat. Il confronte un objectif partagé, refonder l'école, à une alternative pour l'atteindre, redresser le public ou libérer l'enseignement, comme Gauthier vient de le dire. Je crois ne pas prendre un grand risque en supposant que personne ici, ni à cette table, ni dans la salle, ne songe un instant à refonder quoi que ce soit à la manière de l'actuel ministre de l'Éducation nationale. La précision mérite cependant d'être apportée, notre approximatif collègue ayant fait de la refondation de l'école, comme tu viens de le dire, le titre d'un train de mesures qui, en réalité, accélère encore la course au désastre scolaire. Je n'aurai pas non plus à développer des trésors d'intuition pour sentir qu'outre ce refus, nous partageons également certains idéaux. Goût de l'excellence, rigueur des méthodes, profondeur des savoirs, autorité des maîtres, sens des valeurs. Mais notre accord est sans doute moins établi sur les moyens de rejoindre ces perfections. Et nos doctrines pratiques respectives s'adossent probablement à des lectures différentes de l'histoire de l'école. D'où l'intérêt de notre débat. Alors avant de présenter les principes et préceptes du collectif Racine, je dois donc en bonne logique préciser quelle école au juste il entend refonder. C'est l'école de la France depuis 4 siècles. Elle hérite elle-même d'une longue histoire remontant au monastère qui, dans les siècles obscurs, avait conservé le patrimoine gréco-romain, aux écoles paroissiales qui avaient commencé d'alphabétiser les enfants à partir du bas Moyen-Âge, aux universités qui, dansant un tango habile entre l'Église et l'État, avaient développé les savoirs profanes. Mais ce n'était pas encore l'école au sens moderne, national, organique, qui conjugue l'universalité de la proposition scolaire, son développement vers le secondaire, des méthodes, des évaluations et des diplômes convergents. Cette école naît dans les collèges catholiques des XVIIe et XVIIIe siècles, qui allaient conduire un profond et puissant effort d'instruction. La France leur doit beaucoup. Progrès de l'alphabétisation et de la gratuité, extension de l'enseignement en français sous l'impulsion notable de Jean-Baptiste de La Salle, généralisation de l'étude collective en classe, des évaluations régulières et des classements. Primat enfin de l'effort et du travail, opposant une rude méritocratie à l'éducation reçue par les grands dont les précepteurs valorisaient plutôt les dons naturels, l'ironie, l'esprit dans sa mobilité légère. L'État règle ce formidable mouvement, Louis XIV prenant en 1698 un édit au terme duquel chaque paroisse du royaume s'engage à payer un maître d'école. Parallèlement, avec les écoles royales, celles d'hydrographie, d'artillerie, plus tard des mines et des arts et métiers, la monarchie met au service de la nation un colbertisme du savoir. La Révolution prolonge et renouvelle l'esprit de ces grandes écoles. Normales et supérieures et polytechniques sont ainsi créées par décret de la Convention. Désormais, l'école est en outre dotée d'un idéal explicite, c'est l'excellence forme la plus haute de l'égalité, selon la formule de Condorcet, qui doit permettre aux facultés de s'accomplir et de s'épanouir sans trop d'entraves sociales.
Ce n'est plus l'excellence réservée à une classe, ce n'est pas encore l'égalitarisme niveleur. Avec la loi Guizot de 1833, l'enseignement élémentaire est organisé au plan national suivant le principe d'une école par commune. Puis, au terme d'un conflit entre l'Église et l'État courant tout au long du XIXe siècle, et qui concerne encore notre débat, la Troisième République renforce l'enseignement secondaire, unifie les méthodes, instaure les classes préparatoires littéraires. Cette école de la République, jacobine, centralisée, héritière de la Révolution, exalte en même temps les provinces dans le tour de la France par deux enfants, qui fut à la fin du XIXe siècle un manuel d'apprentissage de la patrie autant que de la lecture. Dans un équilibre encore tendu entre le privé et le public, l'école française tout entière célèbre les humanités classiques et les mathématiques, associant un taux d'alphabétisation maximal, une formation générale solide et de grands corps d'élite. Elle devient pour la France au XXe siècle, particulièrement sous De Gaulle, un redoutable instrument géostratégique. Cette école, qui avait bien des défauts, fut un modèle imité de par le monde, et non seulement dans la francophonie. Ses fondements sont méticuleusement minés depuis 40 ans. Alors avant de décrire cet effondrement et d'en pointer les responsables, je ferai une halte. La brève histoire de l'école que je viens de brosser est au diapason de l'idée que le collectif Racine se fait de l'histoire de France. Nous sommes des patriotes défendant une république rigoureuse, substantielle, trempée dans l'élément national. Et nous voyons bien qu'aujourd'hui, la République n'est plus dans la République, comme il arrive aux catholiques exigeants, je crois, de déplorer parfois que l'Église ne soit plus tout à fait dans l'Église. Pour remonter au commencement de la Troisième République, je vous ferai d'ailleurs une confidence. Je n'éprouve à titre personnel pas plus de sympathie pour les républicains opportunistes bourgeois, emmenés par Ferry, massacreurs de la commune patriotique de Paris, que pour l'orléanisme positiviste de Guizot. Mais l'histoire n'étale pas le règne de la morale. Le bien public y est souvent pavé de mauvaises intentions, ou du moins d'intentions mêlées. Et l'histoire de la France noue de tragiques divisions au génie de l'unité. J'aime beaucoup à cet égard la formule syncrétique de Péguy, auquel Jean-Noël Dumont a consacré un beau livre, L'Axe de détresse, qui voyait dans la République notre royaume de France. Bref, comme Marine Le Pen nous dit souvent, nous assumons l'histoire de France tout entière, nous en prenons tout, nous l'embrassons intégralement, jusqu'aux années 70. Que s'est-il alors passé? Des réformes successives et convergentes, procédant de l'esprit 68, ont été prises. Associées à de puissants processus sociaux, moraux et migratoires, elles ont dégradé de manière profonde, mais nous le croyons réversible, l'école de la République. De la réforme Abi à la loi d'orientation de 1989, créant les UFM, de la titularisation massive de maîtres auxiliaires sous verrou, jusqu'à l'école prétendument refondée de Vincent Peillon que j'évoquais, en passant par l'inoubliable ministère Allègre, les politiques ont communié dans le pire et abaissé l'école dans ses trois dimensions essentielles, les savoirs, les structures, les valeurs. Alors concernant les savoirs, à coup de méthodes délirantes, qu'on peut rassembler sous le nom de pédagogisme, on a bafoué le bon sens et la raison. L'idéologie inspirant ces méthodes est un assemblage de théories remontant pour certaines à l'Émile de Rousseau. Ainsi Hegel dénonçait-il dès 1817 les pédagogies par le jeu et l'induction qui annulent le maître. Au XXe siècle, Freinet, Montessori, De Crowley, entre autres pédagogues libres et ouverts, s'appuyant sur des théories psychologiques précaires, ont promu un enseignement global, inductif et spontanéiste. Augmenté par le grand courant anti-institutionnel et égalitariste des années 70, toutes ces sources se sont reversées dans l'école française. La loi d'orientation de 1989 que j'évoquais, déclenchant la grande déferlante. Plaçant l'élève au centre du système, elle livre l'acte d'enseigner à la psychologie de l'individu et à la sociologie des groupes, au rebours de sa vocation universelle et émancipatrice. Enseigner au sens noble en effet, ce n'est pas prendre l'enfant tel qu'il est supposé être, c'est l'élever vers ce qu'il peut devenir. À travers ces méthodes, plus ou moins ludiques, plus ou moins inductives, plus ou moins globales, on a de surcroît dramatiquement appauvri les programmes. C'est le lycée light, cher à Claude Allègre, que j'évoquais tout à l'heure. On a généralisé dans cet esprit la notion de compétence, imprécise, brouillant les repères, soumettant les savoirs à des finalités purement opératives. Au bout du compte, on a violenté ce que Descartes appelait les règles pour la direction de l'esprit. À cela s'est ajoutée la déloyauté des structures. L'organisation du système, où le collège unique constitue un véritable abcès de fixation, est aussi défaillante que la politique de l'orientation. À force d'engorger les filières générales, on a fait perdre au baccalauréat sa valeur sélective, malgré la création des bacs professionnels par Jean-Pierre Chevènement. C'est au détriment du niveau global, et en pure perte pour eux, qu'on maintient toute une population d'élèves dans les filières générales, alors qu'ils gagneraient à se professionnaliser plus tôt. On organise là un mensonge systémique qui fait passer de l'égalité par l'excellence à l'égalitarisme par la médiocrité. Quant au climat moral régnant à l'école, les valeurs, il s'est dégradé comme ailleurs. L'individualisme libéral-libertaire qui progressait hors d'elle s'est répandu dans l'institution.
On y a fait céder l'autorité des maîtres devant l'arbitraire individuel, obéissant à l'injonction de Pink Floyd dans The Wall, je vais vous la faire en français, hein, et professeur, laissez les enfants tranquilles. Parallèlement, conséquence de l'immigration et de la faiblesse des pouvoirs publics, le communautarisme faisait son entrée à l'école. Elle fut le creuset de l'unité nationale, malgré quelques turbulences et quelques conflits. Elle est devenue le réceptacle de revendications ethno-religieuses. Un réceptacle d'autant plus large que l'institution a dévalorisé l'histoire de France, qu'elle présente soit comme une longue chaîne de crimes dont il faudrait se repentir, soit comme une insignifiante affaire locale à l'heure du monde global. C'est par là tout un patriotisme du quotidien, dans lequel Hegel voyait un rempart nécessaire contre l'individualisme. C'est tout un patrimoine éthique, c'est, pour reprendre l'intraduisible formule de George Orwell, toute une common decency qu'on cherche à dissoudre. Cette décence ordinaire fut façonnée en France par la pudeur catholique, la rigueur républicaine, les vertus ouvrières. Or, le cours actuel des choses fait passer la société du cycle du don, énoncé par Mauss, donner, recevoir, rendre, à l'antimorale du courtisan, formulé jadis par Beaumarchais, recevoir, prendre et demander. Bon, sous des formes aujourd'hui sans doute un peu moins raffinées. Enfin, glissant du libertarisme permissif et festif au libertarisme oppressif, de la subversion subventionnée au politiquement correct menaçant, des babacools à LGBT et disons de Jack Lang à Christiane Taubira, l'institution est désormais investie par les délires de la théorie du genre. Appauvrissement des savoirs, déloyauté des structures, involution des valeurs, nous voilà bien. Alors qui sont les fourriers d'un tel désastre? C'est un attelage libéral-libertaire bien écrit par Jean-Claude Michéa dans son indispensable ouvrage L'enseignement de l'ignorance, paru en 1999. Il y montre l'étroite solidarité entre la logique du marché intégral et l'idéologie gauchiste-libertaire. Pour exemple, la notion de compétence, que j'ai évoquée il y a un instant, est forgée aux États-Unis dans un esprit mercantile dès les années 70. Et la voici au cœur du rapport du 8 mars 1989, principe d'une réflexion sur les contenus d'enseignement, remis à Jospin par l'ingrat Pierre Bourdieu, qui a bien mal rendu à l'école républicaine ce qui lui a dû. Il prône dans cette commande les apprentissages transversaux, par compétence donc, contre les savoirs disciplinaires et l'élitisme supposé des humanités et des sciences. Plus généralement, la conception de ce grand scolicide, si je puis me permettre ce néologisme, est eurolibérale anglo-saxonne par le truchement de l'OCDE, de la Roundtable européenne, du processus de Lisbonne de 2000 sur les compétences, à ne pas confondre avec le traité de 2008. Sa promotion est, si j'osais un autre néologisme, pédagogiste. Quant à son exécution, elle est assurée depuis 30 ans par des gouvernements de droite et de gauche qui trahissent systématiquement l'intérêt national. Ils n'ont pas l'excuse, si c'en était une, des cessions de souveraineté, l'école demeurant de la compétence des États. Ils se sont donc placés tout seuls, comme des grands, sous le patronage idéologique de l'Europe technolibérale. La cible de cette idéologie et des forces qui la diffusent, c'est, à travers son école, la France elle-même. Je ne pourrais mieux le faire sentir qu'en évoquant Danny Cohn-Bendit, qui rassemble tout sur sa personne. Libertarisme, libéralisme, européisme. Il associe dans sa haine les deux Frances qui se sont jadis opposées, la vieille France traditionnelle et la France républicaine, les églises et les préaux, le catholicisme et De Gaulle, c'est-à-dire la France. C'est contre tous les partisans de cette post-France ou de cette France d'après que j'enfourche donc résolument pour refonder l'école le cheval du public. Il s'est affaissé, le collectif Racine veut le redresser pour reprendre la course. Et nous refusons l'argument de l'impossibilité a priori. Nous ne désespérons en effet ni du public, ni de la République, ni du politique en général, Maurras nous ayant appris que tout désespoir est en politique une sottise absolue. Dès qu'on y cède, en effet, on laisse gagner l'ennemi sans combattre. Or, nous n'offrirons pas la victoire à Cohn-Bendit, Payon, Parisot, Taubira et j'en passe, nous les harcèlerons sans relâche. Alors c'est dans cet esprit de combat que nous avons créé le collectif Racine, avec un double but, rassembler les enseignants patriotes et construire une pensée pour l'école. Sur le premier plan, croyez bien que notre simple existence est, dans l'éducation nationale, un bras d'honneur politique profondément ressenti, pour ne pas évoquer une certaine spécialité lyonnaise. Après un peu plus de 6 mois d'existence, nous réunissons déjà autour de 500 professeurs de tous âges, disciplines, régions, qui enseignent dans le public et le privé, sous et hors contrat. Et nous avons donc entrepris de construire une pensée pour l'école, thème par thème, dossier par dossier, de la maternelle à l'université. Voici les 3 chantiers du collectif Racine. Alors le premier porte sur les savoirs, naturellement. Nous ferons retour à des méthodes claires, à des savoirs distincts, à des évaluations exigeantes. De Socrate à Descartes, de De La Salle à Alain, une longue expérience raisonnée fait apparaître que même en langue, où l'immersion est indispensable, la connaissance procède d'abord du simple au complexe. Or, la confusion des esprits atteint son maximum à l'école primaire. Un grand nombre d'instituteurs ne savent littéralement plus ce qu'ils font. Et ce n'est pas une raison
pour leur pardonner. Les méthodes semi-globales, croisées, spiralaires, et j'en passe, se chevauchent les unes les autres, tandis qu'on vous assure que oui, oui, bien sûr, on fait de la syllabique. J'ai vécu cette inconséquence dans la chair de ma chair, on peut vous en parler. Alors nous préconisons, nous, le rétablissement partout, sans exception, de la méthode syllabique. Cette question engage d'ailleurs la cohérence de tout le cursus. Après avoir imposé des méthodes globalisantes et synthétiques à l'échelon élémentaire, où, comme son nom l'indique, c'est l'analyse qui devrait prévaloir, on se retrouve à faire de l'analyse au moment où, à la fin du collège et au lycée, on devrait astreindre les élèves à la synthèse. On leur fait ainsi accomplir des études de documents plutôt que des dissertations. Bref, on marche sur la tête. Enfin, sachant bien qu'on enseigne toujours une discipline dans sa spécificité, français, histoire, mathématiques, nous voulons renforcer les savoirs comme séjour durable dans une région du réel, contre un pédagogisme qui prétend apprendre à apprendre en général, contre la logique des compétences transversales que j'ai déjà évoquée 2 fois, pauvres et éphémères. Le second chantier concerne les structures, que nous souhaitons à nouveau claires et loyales. Nous prenons donc la suppression pure, simple et sans retour du collège unique. Il devra s'accompagner d'un abaissement à 14 ans de l'âge à partir duquel un élève peut commencer un apprentissage avec possibilité pour lui de réintégrer la filière générale ou professionnelle longue dans les 2 années qui suivent. Alors j'ai dit que nous prenions tout de l'histoire de France dans ses courants les plus essentiels. Mais rien n'empêche de trier dans l'héritage des propriétés annexes. Parmi elles, et c'est un professeur de philosophie qui vous le dit, il nous faut rompre une certaine tradition française d'intellectualisme pour revaloriser réellement, enfin, les filières professionnelles. C'est pour nous la mère de toutes les batailles. Nous proposons d'aspirer ces filières vers le haut, à la française, en créant une grande école des métiers, avec classe préparatoire pour y attirer certains des meilleurs élèves. De là, on pourra désengorger les filières générales, rendre au bac sa valeur sélective et relever le niveau des licences universitaires qui en a bien besoin. Nous entendons enfin agir aussi sur le plan des valeurs diffusées par l'institution scolaire. Elles doivent, en priorité, être celles de l'instruction, vertu de patience, d'effort, d'attention, respect du savoir et des maîtres. Elles doivent aussi être celles de la patrie. Ici, les savoirs et les valeurs se recoupent. Les enseignements de la littérature, de la géographie et de l'histoire nationale doivent être rétablis d'urgence à l'heure où Henri IV, Louis XIV, Napoléon disparaissent des programmes au profit d'une world histoire aussi indigeste et indigente que la world music. Alors non, l'histoire de France n'est ni fantasmée ni mineure. Non, l'école n'a pas à déconstruire le roman national, mais bien plutôt à l'entretenir dans ses meilleures parts. Quant aux valeurs proprement morales qui circulent dans l'institution, je citerai une lettre de Jules Ferry aux instituteurs. « Demandez-vous, disait-il, si un père de famille, et je dis un seul, présent à votre classe et vous écoutant, pourrait de bonne foi refuser son assentiment à ce qu'il vous entendrait lire. Quelques réserves qu'on ait à l'égard du régime républicain, on m'accordera sans peine que ce n'est pas encore Vincent Payon, Caroline Forest ou la théorie du genre. » Donc rigueur dans l'instruction, loyauté des structures sous un climat de décence éthique, voici les principes du collectif Racine. Les professeurs qui voudraient nous rejoindre doivent savoir qu'ils ne s'inscriraient pas à un simple club de réflexion. Le collectif Racine est associé au Rassemblement Bleu Marine, je n'en ai pas fait mystère, 2 premières phrases, et entend être une force de proposition pour un mouvement et une personnalité qui ont rassemblé 6 500 000 électeurs lors du scrutin présidentiel de 2012. Mais nous serions heureux d'inspirer aussi les autres forces politiques, à condition qu'elles changent, et maintenant. J'ai dans cet esprit récemment rédigé une brochure à l'intention des candidats patriotes au municipal sur les 3 thèmes des intervenants périscolaires, des sorties éducatives et du contrôle des cantines. Résolus, actifs, ce n'est pas contre toute raison que nous refusons de désespérer. Nous nous gardons d'adopter un ton apocalyptique ou élégiaque, de nous abandonner aux délices du chant sur les ruines, car nous trouvons dans le réel de belles persistances et des points d'appui pour l'avenir. Il reste dans le public des parents soucieux, des élèves de bon niveau, polis et concentrés, des professeurs rigoureux. Je pense particulièrement à ces instituteurs qui ont refusé, au prix de leur progression de carrière, d'appliquer la méthode globale. Ils furent nombreux en Bretagne, chers à mon cœur. Je pense aussi à mon institutrice, Madame Leroy, à Monsieur Lafont, mon professeur d'histoire au collège, qui furent dans le désastre des années 80 et 90 d'inoubliables maîtres. J'ai la faiblesse de penser que je marche dans leur pas avec beaucoup d'autres. C'est sans doute là d'ailleurs une loi de physique politique. On ne casse pas si facilement, en quelques décennies, l'école d'une nation, ni une nation elle-même. Cette résistance est aussi logée dans l'enseignement privé, où la rigueur qui désertait de larges pans du public a souvent trouvé refuge. Nous entendons le respecter dans ses spécificités. Le cadre juridique existant nous semble convenir, mais on peut imaginer certains dispositifs visant à l'améliorer encore. Je pense que nous aurons l'occasion d'en parler. Redresser le public, c'est à notre sens défendre la qualité générale de l'école. C'est pourquoi nous souhaitons une synergie publique-privée, notre horizon politique étant celui d'une large union des patriotes.
Et j'en viens donc maintenant au deuxième terme de l'alternative, libérer l'enseignement. S'il s'agissait simplement de briser le carcan idéologique que je viens d'évoquer, il n'y aurait pas d'opposition entre nous, je crois. Mais ce serait jouer de rhétorique. Je serais sans doute plus exact en imaginant qu'il s'agit pour mon interlocuteur de libérer l'enseignement de l'État, que cet affranchissement passe par le développement du hors-contrat et que le moyen en réside dans le chèque éducation. À mon sens, le hors-contrat est un droit incontestable, mais ce n'est pas une politique, pour plusieurs raisons. Si l'enseignement connaît des développements autonomes, l'État demeure, pour reprendre l'expression de Carl Schmitt, le statut par excellence qui garantit tous les autres. Sous quelque régime politique que ce soit, l'État protège les établissements privés qui, généralement, ne disposent pas encore d'armée spéciale. Mais l'État peut protéger sans organiser. C'est la logique du chèque éducation, qui consiste à reverser une part de l'impôt aux familles pour qu'elles en fassent librement usage. Elle fait changer l'argent public de qualité, puisque son allocation n'est plus fixée par l'État. Et par-delà les difficultés de calcul du financement et de la répartition, cette logique définit l'école comme un simple service, non comme une institution organique. En forçant un peu le trait, on pourrait aussi confier à chacun une allocation sécurité pour qu'il assure lui-même sa défense. Nous ne partageons pas cette conception de l'État. Elle est libérale et plonge ses racines dans l'histoire anglaise moderne. Elle se forme chez Hobbes sous l'effet traumatique des guerres de religion et combine une conception vétérotestamentaire du politique comme mal nécessaire avec un pragmatisme bourgeois mercantile. Et il se noue bien depuis le XVIIe siècle une solidarité paradoxale, en tout cas paradoxale à mes yeux, entre traditionnalisme religieux et libéralisme. De fait, l'état minimal des libertariens américains, thématisé par Robert Nozick, s'articule bien outre-Atlantique avec le communautarisme ethno-confessionnel. Le chèque éducation satisfait les deux. Il est ainsi défendu par Milton Friedman, néolibéral de l'école de Chicago, dans son livre Capitalisme et liberté, paru en 1962, aussi bien que par les églises ou dénominations confessionnelles, comme on dit aux États-Unis. Alors, nous pratiquons en tant que patriotes un certain nationalisme méthodologique. Nous ne comptons pas parmi ceux qui déplorent que la France ne soit ni l'Allemagne, ni l'Angleterre, ni les États-Unis. Et si nous ne partageons pas cette conception, c'est d'abord parce qu'elle n'est pas française. L'État n'est pas en France un simple prestataire de sécurité ou de garanties extérieures, mais un acteur positif de la vie nationale. C'est à ce titre que l'école entre dans ses charges organiques. On pourrait m'objecter que toute chose est appelée à évoluer, mais je tiens qu'ici, le socle national serait atteint par la généralisation du hors-contrat. L'unité de la nation française étant plus politique que confessionnelle, un tel mouvement la morcellerait en lui imposant un principe étranger à son histoire. Sur le plan philosophico-politique encore, le principe du chèque éducation repose sur une certaine représentation des relations du droit et de la politique. Que l'éducation soit un droit naturel de la famille, c'est une évidence. Mais l'institution, elle, est un droit politique. Et le hors-contrat tend à confondre les deux ordres en maintenant l'instruction dans l'orbite de la famille. Toutefois, la situation présente est compliquée par le fait que le gouvernement, de son côté, sort de son ordre en faisant rentrer dans l'instruction ce qui appartient à l'éducation. Sexualité, identité intime, théorie du genre. Le hors-contrat catholique lui oppose les valeurs de la tradition et de l'humanité, que je défends avec lui. Mais je plaide pour que le combat soit mené dans la cité. Plutôt que d'échapper à l'idéologie en sortant du politique, qu'on réinvestisse la sphère du droit par le politique au sens schmittien du terme, c'est-à-dire en appréciant les lois d'après la distinction de l'ami et de l'ennemi. Car les droits libéraux sont des formes qui ne prescrivent pas leur contenu. Ils peuvent être investis, autrement dit, par n'importe quelle force, y compris celles qui nient leur esprit, comme les trop tolérants Pays-Bas en font plus encore que nous, l'amère expérience. À l'évidence, toutes sortes de groupes s'empareraient de l'aubaine du chèque éducation. Ils ne seraient d'ailleurs pas tous confessionnels. Enfant de 68, j'ai moi-même été placé à l'âge de la maternelle dans un collectif alternatif. Alors bon, c'était pas méchant, hein, on n'était pas dans l'atmosphère transgressive exaltée par Danny Cohn-Bendit, encore lui, dans un livre, Le Grand Bazar, qui le gêne aujourd'hui aux entournures. J'ai surtout des souvenirs de décorations orange et marron, de pattes d'éléphant, de poteries africaines et de Jimi Hendrix en musique de fond. Mais compte tenu des forces en présence, leur contrat généralisé déclencherait des mouvements bien plus offensifs. Les catholiques, en effet, ne seraient pas les seuls bénéficiaires du chèque d'éducation, mais aussi les musulmans, nombreux, les juifs, déterminés, les évangélistes, activistes. S'il n'est pas souhaitable, et je finis bientôt, politiquement de la généraliser, la démarche du hors-contrat est existentiellement très compréhensible. Comme l'enseignement sous contrat catholique, mais dans une mesure autre, elle procède d'un réflexe conservateur, quasi survivaliste, que provoque chez certains catholiques l'hostilité qui les entoure. Car c'est bien aussi, à travers l'école, du catholicisme qu'il s'agit ici entre nous aujourd'hui, et de son lien spécial, électif avec la France. Je le dis avec force, il est de l'intérêt de la nation que le catholicisme vive, parce que le catholicisme, c'est la France. Mais la France, ce n'est pas seulement le catholicisme,
C'est aussi le principe gréco-romain, l'humanisme renaissant, un étrange scepticisme généreux, un esprit inimitable qui court de Montaigne à Michel Audiard. Et je le répète, ces deux France, disons gauloises républicaines et romaines catholiques, qui se sont jadis opposées, sont depuis 68 la cible des mêmes forces qui veulent en finir avec la France tout court. Or, quelque chose se produit depuis un an. Un événement a lieu, un phénomène que saluent tous les vrais patriotes. Vous savez, je suis un athée chrétien, spécimen originalement français, certifié tel par Ernst Robert Curtius, philologue allemand, auteur dans l'entre-deux-guerres d'un remarquable essai sur la France, que je ne saurais trop vous conseiller. Et c'est en tant que tel que je vous dis du fond du cœur, voir les catholiques français passer à l'action à l'occasion des manifs pour tous fut pour moi une émouvante bonne nouvelle. Descendant dans la rue, ils furent de nouveau la France. Si des gens de confession autre, de bon sens de façon générale, ou des athées les ont rejoints, ils demeurent l'âme de ce mouvement. On les a vus, espiègles et combatifs, dignes et inventifs, alter-catho, catho-tradi, néo-catho, sexy-catho, catho-tendance rock'n'roll des enfants d'hétéros. Qu'ils ne reviennent pas, je les en prie, de l'action au témoignage, qu'après s'être réaffirmés, ils ne se replient pas, qu'ils rencontrent tous les Français, y compris les musulmans de Fils de France, emmenés par Kamel Béchik, que je ne connais pas encore, mais auxquels je donnerai un jour l'accolade des patriotes. Mais qu'ils ne comptent pas à l'excès sur un front des croyants, qui, malgré Kamel Béchik, ne s'est pas formé, alors que l'occasion historique en était donnée. La liberté des catholiques a besoin de la force de la France, face à l'effroyable puissance du nihilisme financier qui voudrait tout emporter, face à la haine de la nation qui monte, postmoderne, mondialiste, ethno-religieuse, l'heure n'est plus à la division, mais au front des patriotes. Qu'on réserve les discordes à la table de la cuisine familiale, où l'on sait qu'on est avec les siens et qu'au fond, on s'aime bien, à peu près. Je reprendrai pour conclure la belle formule de Jean-Noël Dumont, fermant les actes du colloque tenu sous sa direction, transmettre le prix de nos ruptures, je cite, pour la vie comme dans l'éducation, transmettre c'est continuer, c'est le geste de la vie même, de cette vie qui nous précède. J'ajoute que cette vie, c'est aussi une histoire, une patrie, et je voudrais que, reformant cet attelage gaulo-catholique qui en forme le courant central, nous continuions ensemble l'histoire de la France. Je vous remercie. Merci Yannick. Alors, bien que vous ayez assuré vous-même la transition, je me permets une petite précision méthodologique. Autant, voilà, Yannick Jaffray représente effectivement un mouvement engagé de manière partisane, autant je ne crois pas que ce soit le cas de Jean-Noël qui va nous présenter sa vision de l'école, diagnostic et proposition. Oui, d'abord je dois dire mon admiration devant la tenue des discours de M. Jaffray et la qualité, la rigueur de son propos, et puis aussi mon admiration pour les alternatives catholiques qui ont l'audace de faire se rencontrer des personnalités et des discours au fond très différents, parce que, comme l'a dit Gauthier, le discours de M. Jaffray est un discours politique, engagé, qui a pour but de vous conduire à une décision, et c'est son rôle. Le mien est plus perplexe, plus interrogatif, et j'avoue ne pas pouvoir témoigner de la même détermination, et je vais soulever quelques questions qui sans doute donneront lieu à débat. Étant donné que ce qui nous réunit, c'est le souci de l'école dans notre pays, et que cette école, à chacun d'entre nous, semble en mauvais état. Là-dessus, nous serons d'accord. Alors, mon exposé comprendra 3 temps. Le premier, un constat. Le deuxième, une détermination des causes de ce constat. Et le troisième, quelques pistes de solutions. Mais le tout, c'est vrai, en étant tout à fait disponible à une contestation éventuelle, parce que je ne suis pas dans le secteur d'une certitude que l'action exige. Premièrement, le constat, il est affligeant, chacun peut le partager, j'en résume quelques aspects sur ce qui nous intéresse. Je n'insiste pas sur les 150 000 élèves qui sortent expulsés du système
sans aucun diplôme, sans aucune formation, jetés à la rue, pour ainsi dire. Et je pense que le chiffre est tout à fait sous-estimé, car parmi ceux qui sortent avec un diplôme, beaucoup n'ont qu'un chiffon de papier, qui les trompe sur la formation effective qu'ils ont reçue, et c'est bien le comble pour l'école que de mentir aux enfants sur la réalité de la compétence, de la formation, de la culture qu'ils ont acquise. Combien même d'étudiants ai-je l'occasion de rencontrer et qui croient avoir quelque chose quand ils ont une licence et qu'ils ont souvent purement et simplement un chiffon de papier. C'est une énorme tromperie. On n'insistera pas. Je partage tout ce qui est sous-entendu dans l'exposé de Yannick Jaffray sur le déracinement culturel provoqué par cette école. En particulier, j'ai apprécié les propos qu'il a tenus sur une pédagogie qui se veut inductive, ce qui est un contresens du point de vue intellectuel, sur une pédagogie qui, renonçant à ouvrir à la raison, se contente de l'évaluation des compétences. Avez-vous remarqué que nos écoles tendent à remplacer la notation des savoirs par l'évaluation des compétences? C'est une véritable catastrophe. Parce que cela veut dire que les méthodes prennent le pas sur les contenus, que au fond, l'école est censée transmettre des techniques. Comment bien parler, comment arriver à un résultat? Cette histoire est très ancienne, elle est bien plus ancienne que l'opposition de l'État, de la famille ou de l'État et de l'Église. C'est l'opposition de Socrate et des sophistes. Puisque ce que Socrate adresse comme question aux sophistes, c'est précisément de n'être que des techniciens de la parole. Et il pose la question aux sophistes de savoir au service de quelle vérité est cette technique. Et Gorgias répond avec beaucoup de bon sens, j'apprends à faire de la boxe, je n'apprends pas sur qui taper. Et l'apprentissage des compétences peut à la rigueur, au meilleur cas, quand elle aboutit, apprendre à faire de la boxe, mais elle ne permet absolument pas de déterminer sur qui taper. Et donc cet enseignement qui se replie sur l'acquisition des compétences et qui renonce à l'ouverture à la culture, donne lieu à ce que nous connaissons tous, c'est-à-dire une biologie sans corps, une philosophie sans sagesse, des mathématiques sans mémoire, une psychologie sans âme, une histoire sans héros, j'en passe. Ça, c'est le premier constat, donc sur l'état actuel de l'école, comme au fond situation de déracinement culturel qui laisse des élèves complètement désemparés face à la complexité de notre monde qui nécessiterait d'avoir une culture vive, intelligente, pertinente et ne leur donne que des moyens qui feront d'eux des agents. C'est ce que Michéa développe, s'il y a un auteur que sans doute nous partageons, c'est Michéa dans certains aspects. Deuxième aspect de ce constat, c'est l'échec dramatique de l'assimilation des populations hétérogènes, hétéroclites, que notre pays est conduit à accueillir. Cet échec de l'intégration doit être pris au sérieux, parce qu'il a deux dimensions. Premièrement, c'est un échec de l'intégration dans la mesure où c'est un échec de l'intégration culturelle, historique,
le modèle républicain que nous vantons, que nous célébrons, dont nous avons la nostalgie, dont peut-être M. Jaffray a la nostalgie parce qu'il ne l'a pas connu, à la différence de moi, c'est celui qui a permis d'intégrer des provinces, des Bretons, même des Catalans et des Alsaciens éventuellement à la nation, mais sous une certaine violence d'ailleurs, que les provinces ont ressenti, que les familles ont ressenti. Mais ce modèle d'intégration était possible parce qu'il haussait vers un destin national, vers une fierté nationale. Éventuellement, le breton pouvait consentir à renoncer à sa langue, le catalan pouvait consentir à renoncer à sa langue quand il était fondu dans le creuset du service militaire et quand, au fond, il était dans cette école qui, fondée par Jules Ferry, avait pour but de former quoi? Des soldats. Et des ménagères, pour tricoter les pulls des soldats. Et ça a marché. 1 500 000 gamins sont allés se faire tuer. Pour servir quoi? On ne sait pas. Et cette école donc, a permis effectivement d'appartenir à des provinces, d'appartenir à une fierté nationale qui leur permettait de se dépasser, de se hausser et éventuellement de renoncer à elles-mêmes. Proposer à des enfants de familles d'origine diverses, asiatiques, maghrébines, etc., de se fondre dans le creuset national, cela supposerait qu'il y ait un destin national, cela supposerait qu'il y ait une fierté nationale, qu'il y ait une nation qui permette de se hausser dans ce destin. Je pense que ça n'est pas le cas. De telle sorte que le creuset républicain est devenu un laminoir. Et un laminoir qui rejette en dehors de lui un bon nombre d'éclaboussures, de coulures, qui ne peuvent pas se reconnaître dans une quelconque fierté d'un destin national. C'est un échec retentissant de l'intégration comprise comme assimilation. Et je ne pense pas que réanimer le mythe républicain marche. Mais je me pose la question, je suis prêt à en débattre. Le deuxième échec de l'intégration tient, et je partagerai plutôt le diagnostic émis par Yannick Jaffray, au fait que, entre autres, du fait du collège unique, notre école ne propose qu'une seule voie de réussite, qui laisse, mais alors un nombre incroyable d'esprit, de tournure d'esprit, de personnalité, de culture sur la touche. Et aboutit effectivement, ça marche, à expurger au bout du compte, à sortir au bout du compte, au bout de je ne sais combien de pressions, comme les huiles, première pression, deuxième pression, troisième pression, je ne connais rien en matière d'huile, à sortir 5%, les 5% dont on a toujours besoin, et qui ont un seul modèle de réussite. D'où l'échec de nos formations techniques, de nos formations professionnelles, qui permettent à des enfants, des adolescents, qui ont des parcours beaucoup plus compliqués que ceux que permet ce laminoir, de frayer leur chemin, et donc l'échec, là aussi, de l'intégration dans la voie de la République est patent. J'insisterai, enfin, en troisième point, donc premier point, c'est l'échec objectif de l'école en tant qu'elle laisse et laissée pour compte. Deuxième point, c'est l'échec objectif de l'école en tant qu'elle échoue à intégrer et à constituer une nation, parce que sans doute qu'il n'y a plus l'appel d'une telle nation.
Le troisième point qui me paraît à moi beaucoup plus grave, Gauthier a dit que j'ai sévi pendant longtemps dans l'enseignement secondaire et en classe préparatoire. Moi, je vais vous dire ce qui me désole, c'est de voir que mes meilleurs étudiants ne veulent pas enseigner. Mais j'en suis malade, furieux. Furieux. Parce que quel est le plus beau métier? Quel est le plus nécessaire? Quel est le plus indispensable à une nation? Qui s'occupera de cette jeunesse? Va-t-on confier l'enseignement de la jeunesse au plus nul de nos étudiants? Eh bien, c'est le cas. C'est le cas si les autres ne s'y collent pas. Et pourquoi ne veulent-ils pas s'y coller? Parce que l'image de leur métier est totalement dépréciée. Et pourquoi est-elle totalement dépréciée, cette image? Parce que, au fond, les enseignants passent pour des agents au service d'une administration centrale monumentale, 1 500 000 personnes, qui mute à l'aveugle les personnes, bon, non pas en fonction de ce qu'elles désirent faire, de ce qu'elles savent faire, de ce qu'elles sont capables de faire, mais en fonction éventuellement de leur situation de famille, mariage, pax ou que je ne sais quelle formule, mais où il est plus important d'avoir 3 enfants que de connaître quelque chose à l'œuvre de Sénèque. Et donc, c'est un système qui, au fond, traite les enseignants qui sont normalement des hommes de culture. Qu'est-ce que c'est qu'un enseignant? C'est un homme qui aime les lettres, la biologie, les mathématiques, la physique, la géographie, l'économie, les langues, normalement. Et on le condamne à n'aimer que son week-end et les barbecues. Si effectivement il ne trouve pas à transmettre cette culture et s'il est traité comme un agent d'exécution qui doit subir des programmes, des mutations, des directives, des circulaires en cascade dans lesquelles au fond sa propre initiative d'homme de culture est niée. La vraie crise, elle est là, et il faut le dire, il y a par exemple, tous les chefs d'établissement le savent, une crise de recrutement des enseignants. Crise dramatique de recrutement des enseignants. Et qui ne pourrait, je pense, obtenir de solution que dans une revalorisation, non pas du salaire, non pas de je ne sais quel avantage professionnel, mais simplement de la reconnaissance de l'éminente dignité de l'acte pédagogique, de l'acte éducatif et de l'éminente dignité de la culture. Car entre-temps, ce qui est détonnant, c'est qu'en dépit du fait que la France est classée, je ne sais plus, 25e, de toute façon, bon, de classement en classement, on ne cesse de descendre le toboggan, en dépit de tout ça, au fond, ça marche quand même. Ça marche. Il y a des élèves qui s'en sortent. Il y a des établissements dans lesquels les élèves sont heureux. Et à quoi ça tient? Ben, ça tient aux hommes et aux femmes qui sont là. Ça ne tient pas au système. Ce système est absurde. Ce système est monstrueux. Monstrueux! Et s'il tient, c'est parce qu'il y a ici ou là quelques pédagogues de génie, quelques personnalités de talent, quelques généreux imprévoyants, qui est là et finalement fait vivre l'établissement. Eh bien, je refuse de faire confiance aux structures et je demande qu'on fasse d'abord confiance aux personnes. En effet, quelles sont les causes de cette crise? La première cause de cette crise, je l'ai évoquée rapidement, c'est la fiction aujourd'hui insupportable de l'unité de la République, qui supposait que de
Tourcoing à Perpignan, de Strasbourg à Brest, il y ait les mêmes programmes, n'est-ce pas? Le même niveau, bien sûr. Comment s'assurer qu'il y ait le même niveau? Eh bien, il faut s'assurer que les professeurs n'aient pas choisi l'endroit où ils vont enseigner, n'est-ce pas? Car s'ils choisissaient l'endroit où ils vont enseigner, il y aurait risque qu'il y ait une différence de niveau. Ah, mais il faudrait aussi s'assurer qu'ils ne choisissent pas le programme qu'ils enseignent. Car s'ils choisissaient le programme qu'ils enseignent, il y aurait risque qu'il y ait une différence de niveau. Ah oui. Ah oui, mais il faudrait aussi s'assurer que les familles ne choisissent pas l'établissement. Parce que si les familles choisissaient l'établissement, il y aurait quelques risques qu'il y ait une différence de niveau. Alors, avec un programme que personne n'a choisi, un lieu que personne n'a choisi, des mutations que personne n'a choisi, on a des élèves qui sont dans un établissement qu'ils n'ont pas choisi, des professeurs qui sont dans un établissement qu'ils n'ont pas choisi et qui enseignent un programme qu'ils n'ont pas choisi, chacun souhaite être ailleurs, ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. C'est la première cause. La deuxième cause, alors, on passe sur la carte scolaire, le système non pas jacobin mais napoléonien centralisé. La deuxième cause, c'est la confusion, la difficulté des idées d'instruction et d'éducation. C'est sans doute un abus de langage lorsque notre ministère s'est appelé ministère de l'Éducation nationale, car à supposer qu'il y ait éventuellement une instruction uniforme sur tout le territoire, il est exorbitant et anormal de donner à l'État une éducation nationale, sauf si cet État était véritablement porteur de valeurs, ce dont, pour ma part, je doute. Remède, troisième partie, sur laquelle je serai nécessairement rapide du fait du temps qui m'est imparti, et je remercie les organisateurs de m'avoir limité ce temps. Le remède, il est évidemment de faire confiance aux gens, de faire confiance aux personnes, de faire confiance aux pédagogues, de faire confiance aux familles, de faire confiance à la liberté, tout simplement. Faire confiance à la liberté, ça s'appelle le libéralisme. Dès qu'on entend « laissons les gens libres », on va dire « mais voyez, attendez, ils vont faire mauvais usage de leur liberté ». Et pourquoi diable? Qui êtes-vous pour savoir qu'ils feront mauvais usage de leur liberté? Alors, ce libéralisme passe non pas par l'avantage accordé aux écoles hors contrat, bien que je sois, jusqu'à il y a peu, parce que j'ai dû, du fait de mes charges, me retirer administrateur de la Fondation pour l'école, qui développe effectivement, encourage le développement des écoles hors contrat. Non, moi ce que je prêcherais, si on me demandait mon avis, il se trouve que cet après-midi on me le demande, c'est l'autonomie des établissements. De tous les établissements, quels qu'ils soient. Et Gauthier a oublié de dire, enfin n'a pas dit dans la présentation, parce que je ne lui ai pas dit de le dire, j'avais oublié, que je suis le rédacteur du premier rapport de l'Institut Montaigne. Et le premier rapport de l'Institut Montaigne a porté sur l'autonomie des établissements scolaires. Et il faut qu'en France, on puisse penser sérieusement l'autonomie des établissements scolaires. En quoi consiste cette autonomie? Premièrement, en ce que l'enseignant soit engagé sur un acte de recrutement. Il est invraisemblable qu'un chef d'établissement collabore avec des gens qu'il n'a pas recrutés. Ça ne le gêne pas trop, puisqu'il n'est pas là non plus très volontairement. Mais ce qui est normal dans un établissement qui veut avoir une certaine unité d'esprit, qui veut avoir un certain projet, qui veut avoir un certain style, c'est qu'il y ait un recrutement des enseignants. Et avec ce recrutement des enseignants aussi,
une ouverture de risque des professions, parce que la profession d'enseignant est scandaleusement protégée. Tout le monde connaît des histoires d'enseignement nul, d'enseignants nuls, enseignement nul, oui, d'enseignants nuls qui sont maintenus dans leur poste, parce que ce poste est scandaleusement protégé. Il n'est pas normal qu'on confie à nos enfants des gens dont la responsabilité n'est pas mise en jeu par un acte de recrutement et par l'éventualité d'assumer cette liberté jusqu'au bout, y compris jusqu'à éventuellement se séparer de ce collaborateur. Cette capacité de recrutement suppose, deuxièmement, la capacité d'orienter une politique. Donc un établissement peut choisir, devrait pouvoir choisir, d'être plutôt orienté vers les langues, d'être plutôt orienté vers l'éducation physique et sportive, d'être plutôt orienté dans une insertion régionale, d'être plutôt orienté sur une ouverture à l'international, d'être plutôt orienté vers l'accueil des handicapés, d'être plutôt... Qu'importe. Mais c'est précisément ce qui fait une politique d'établissement et ce qui fait un engagement du pédagogue dans ce que l'on appelle un projet, mais bon, ce mot n'a que l'avantage d'être compris par tout le monde. Et effectivement, cette autonomie des établissements suppose de passer par le voucher, c'est-à-dire le chèque éducatif. Milton Friedman et d'autres l'ont recommandé. Il est mis en pratique dans un certain nombre de pays et d'États. Ce qui est très étonnant, très intéressant, c'est que partout où le chèque éducatif, tenez-vous bien, après vous pourrez discuter, mais partout où le chèque éducatif est appliqué, la mixité sociale est augmentée. Laissez les gens libres, vous augmenterez la mixité sociale. C'est simple. Et pourquoi? Parce que tous les parents veulent le bien de leurs enfants. et savent pour leurs enfants ce qui est bon et ce qui correspond à leur profil et ce qui correspond à leurs attentes à eux, à leur culture à eux et au chemin qu'ils peuvent leur proposer en coopération avec l'école qu'ils connaissent. Ceci est une voie d'intégration. En effet, la réponse à l'intégration, à la question redoutable dans notre pays de l'intégration, n'est pas d'imposer une neutralité de l'espace public. On n'accueille pas dans un espace neutre. On n'accueille que chez soi. Et la neutralité de l'espace public confond l'intégration et l'assimilation, et exige de chacun qu'il ne soit intégré qu'à condition d'être assimilé. Il est de constat clair que, par exemple, les élèves d'origine maghrébine se sentent, alors évidemment on peut dire que c'est subjectif, se sentent mieux accueillis dans une école catholique que dans un établissement public. Et pourquoi? Parce que cette école catholique, précisément, sait ce que c'est que prier, croire et espérer. Et parce que cette école catholique, au meilleur des cas, a une atmosphère, a une maison, a un esprit qui permet à quelqu'un d'y être accueilli. Et donc on ne développe pas l'intégration par la neutralisation, mais par l'hospitalité. Or notre État est devenu incapable d'être hospitalier. Seules des communautés peuvent être hospitalières. Je terminerai en donnant la parole à celui qui est un des papes de notre école, Michelet. L'enseignement un jour aura 1000 formes. La liberté sera féconde. Des instituts très différents répondront aux 1000 exigences, aux nuances infinies de la nature. Même dans l'enseignement élémentaire, qui peut moins varier, certaines choses pourront différer. On n'enseignera pas à un enfant de la Creuse, futur maçon, comme on l'enseignerait le petit marin de Marseille ou son jeune commerçant. Plus nombreuses seront les écoles, plus on pourra se dispenser
du système des grandes classes, c'est Michelet qui parle, hein, très funeste, et qui ne commença vers 1600 que par le nombre immense des écoliers entassés au collège. Combien il vaudrait mieux prendre les écoliers par petits groupes, élastiques et changeants, en raison des aptitudes et des progrès. Mais ceux qui suivent ce système avouent qu'il n'est possible que dans une école peu nombreuse. La variété est féconde, incontestablement, et alors Michelet ajoute tout de suite, mais elle n'est pas pour aujourd'hui. Bon, on ne sait pas pour quand elle sera, moi je souhaite qu'elle soit pour demain. Merci beaucoup. Alors, on a une vingtaine de minutes avant un petit goûter, et ensuite, voilà, vous pourrez poser vos questions, qui je n'en doute pas seront nombreuses. J'ai l'impression que se présentent bien deux visions contradictoires, enfin contradictoires, en tout cas, oui, assez divergentes de l'école. Moi qui débute dans l'enseignement, je constate que une des questions qui revient le plus souvent, le plus fréquemment dans les formations de l'ESPE, qui a remplacé l'IUFM, c'est effectivement comment gérer l'hétérogénéité des classes. Donc ça rejoint ce que Yannick Jaffray a dit sur le collège unique. Voilà, donc peut-être la question que je vous poserai pour réagir à ce que vient de dire Jean-Noël Dumont, c'est comment concilier, selon vous, l'égalité républicaine et cette hospitalité d'une communauté éducative qui s'adapte aussi au choix des parents. Oui, alors je crois que derrière cette question, il y a celle de l'assimilation et de l'unité nationale qui a été posée. J'avoue avoir sans doute moins de confiance dans la liberté définie par les choix individuels que par la liberté en un sens, je dirais, plus gréco-romain, c'est-à-dire la liberté publique, telle qu'elle est encadrée et inspirée et stimulée par l'État, oui, car je vois mal comment on pourrait refaire l'unité nationale contre l'État. Je partage en revanche le constat de Jean-Noël Dumont, selon lequel l'assimilation républicaine échoue aujourd'hui, mais à mon avis, elle n'échoue pas parce qu'elle est l'assimilation républicaine ou nationale, elle échoue parce qu'on l'a abandonnée. Et qu'ensuite, effectivement, il y a des problèmes de quantité, comme disait Hegel encore, que j'aime bien, des modifications dans la quantité modifient la qualité. Il est effectivement plus difficile d'assimiler des millions d'immigrants venant de cultures plus éloignées que les cultures européennes qui ont été, je dirais, la provenance principale des vagues d'immigration des 19e et 20e siècles, que de le faire avec les provinces, mais ça a été fait il y a bien longtemps, ou avec précisément des immigrés d'origine européenne. Alors si j'ai quelques nostalgies, puis d'abord oui, voilà, oui, j'ai la nostalgie de l'assimilation nationale et républicaine. Ça n'est pas parce que je ne l'ai pas connue, c'est parce qu'elle m'a été transmise par mon grand-père breton qui s'est extrait de son village Langonette de Bretagne, 200 âmes, avec une forte prévalence de tuberculose dans les années 10, des conditions d'existence extrêmement dures, pour devenir douanier de la République et de la nation française se projetant jusqu'en Indochine. Elle m'a été transmise également par mon grand-père espagnol, qui est devenu français par la Croix de guerre, engagé dans la Légion étrangère en 1943. Donc ce puissant mouvement, et je partage tout à fait le constat de Jean-Noël Dumont, selon lequel l'assimilation n'est possible qu'à partir de la représentation de l'image d'un destin national. Il faut une force d'entraînement. C'est indéniable. Je ne suis pas convaincu qu'on la ravive en morcelant, alors puisqu'on parle de l'école, en morcelant, si vous voulez, la proposition scolaire dans une pluralité de communes libres, quasiment, des établissements autonomes qui seraient libres de leur recrutement et de leur programme. Par ailleurs, en tant que fonctionnaire de l'éducation nationale, je vois l'effet de l'autonomie des établissements, dont j'imagine que vous considérez qu'elle est insuffisante, telle qu'elle est développée. Mais c'est la politique du gouvernement, l'autonomie des établissements, depuis 15 ans. Alors, certes, pas au plan du recrutement, puisque nous restons en effet des fonctionnaires publics d'État, ce à quoi je tiens. Mais le chef d'établissement, qu'on le veuille ou non, n'est pas un chef d'entreprise, bien qu'ils en nourrissent très fréquemment le fantasme. Et on voit très bien comment ils en usent avec les contractuels,
puisqu'en effet les contractuels, eux, peuvent être recrutés et renvoyés comme on l'entend. Donc je crois que, oui, le voucher, c'est aussi un terme russe, en effet, qui a été employé en 1992 quand on a remis à chaque Russe des bons de privatisation, les plus pauvres les vendant aux anciens fonctionnaires du parti dans une grande entreprise de privatisation générale de la Russie qui a abouti en réalité à sa vente à la découpe. Donc, si vous voulez, moi je crois véritablement que le choix que vous évoquez entre l'enseignement public, l'enseignement sous contrat, l'enseignement au contrat, bien évidemment, j'y tiens autant que vous. Il me semble que le cadre légal permet aux familles, malgré tout, de faire un choix. Il y a les deux secteurs, voire les trois, et je pense qu'on pourra parler peut-être de la loi Debré, enfin, on ne rentrera peut-être pas dans les détails techniques, mais il me semble que ce cadre-là satisfait à la fois à la nécessité du choix et en même temps à celle de l'unité nationale, parce que vous évoquiez, puisque la question de l'assimilation les concerne, vous évoquiez les populations d'origine maghrébine, africaine, etc. Il est clair que si on généralisait la logique du hors-contrat, comme je l'ai dit tout à l'heure, eh bien on aboutirait à des écoles communautarisées. Et pour le coup, je ne crois pas que l'ethno-confessionnalisme soit de nature à refonder ou à recimenter la nation française à laquelle nous tenons tous ici, je crois. Le débat est engagé. Alors je commencerai par dire quelque chose que j'ai mal expliqué ou que je n'ai pas expliqué assez, que je crois qu'il ne peut y avoir d'éducation que dans une appartenance symbolique forte. C'est-à-dire qu'il ne peut y avoir d'éducation que là où il y a une certaine cohérence de vue. Et quelqu'un ne peut être accueilli que là où il y a une certaine cohérence de vue, dût-il rompre un jour ou l'autre avec cette cohérence. J'ai des souvenirs plus anciens que vous. Mes parents n'étaient pas bretons, ils étaient, bon, je ne vais pas vous raconter ma vie, mon grand-père était illettré, mais alors ils n'ont pas du tout la même vision de l'école laïque et républicaine, je peux vous dire. Et donc cette école laïque et républicaine n'a marché que parce qu'elle était nationaliste, belliciste, revancharde. Vous n'aurez pas l'Alsace et la Lorraine, et malgré vous, nous resterons français. Ce n'était pas une école républicaine, c'était une école communautarienne, ou communautariste, une école communautaire, car la nation est une communauté. On n'éduque que dans une communauté. Premièrement. Deuxièmement, ça me conduit à dire que, pour ma part, je n'ai pas trop de réticence, effectivement, par rapport à l'idée qu'il puisse y avoir une identité communautaire des écoles. Car, bon, qu'il y ait une école musulmane, qu'il y ait une école catholique, qu'il y ait une école évangélique et non pas évangéliste. Les évangélistes, il n'y en a que 4. Les évangéliques, il y en a beaucoup plus. Oui, ma langue a fourché. Donc, qu'il y ait une école, des écoles évangéliques, etc., qu'importe, à partir du moment où elles veulent permettre à leurs élèves d'avoir accès à des responsabilités, d'avoir accès à une vie d'homme libre, il faut bien qu'elles puissent prendre part à une culture. Et si une école, je ne sais pas quoi, musulmane s'aventurait à ne pas enseigner la science, ben elle condamne ses élèves à l'enfermement. Elle ne marchera pas. Elle ne marchera pas. C'est tout. Et ça, c'est au fond la thèse libérale, c'est ça ne marche pas. Et vous pouvez... et donc, quiconque aurait une initiative saugrenue ou contradictoire, ben, ça ne marchera pas. Alors, vous disiez, on ne parlera pas de la loi Debré. Moi, j'aimerais en parler, mais bon, j'avoue que le débat est technique, mais quand même. Car je ne pense pas du tout, contrairement à ce qui est dit, souvent, qu'actuellement on ait le choix des écoles. Car je pense que l'école sous contrat est tout autant ligotée. Pour ce qui est du recrutement, pour ce qui est des programmes,
pour ce qui est des horaires, pour ce qui est de l'esprit. Et c'est au prix d'une imagination et de ruse infinie que quelques établissements parviennent à sauver leur identité. On en connaît quelques-uns. Mais au prix de ruse infinie et de combat quotidien. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas du tout dans le fait qu'il y ait différents systèmes, on est dans une situation de monopole partagé. C'est le monopole de l'établissement a été partagé par la création du Comité national de l'enseignement catholique, qui s'est comporté comme un ministère bis, qui se comporte comme un ministère bis, et qui prétend imposer à tous les établissements exactement la même logique. Donc on n'est pas du tout dans une situation de liberté d'enseignement, on est dans une situation de monopole partagé. Je terminerai sur la loi Debré, parce que le discours de Debré de 1959 est admirable, au moment où il crée la loi. Et il dit, il y a une hypothèse invraisemblable, c'est que l'Église se comporte comme un ministère bis. Enfin, je résume en termes familiers. Eh bien, c'est cette hypothèse invraisemblable qui s'est fait jour et qui a eu lieu, si bien que la liberté d'enseignement, en fait, est autant en souffrance dans l'enseignement catholique que dans l'enseignement public. Et c'est pourquoi ce que je prêche, ce n'est pas l'enseignement hors contrat, c'est l'autonomie des établissements, qu'ils soient publics, catholiques, évangéliques, musulmans, hors contrat, qu'importe. D'ailleurs, sur le hors contrat, on a un modèle merveilleux, c'est l'école de Montfermeil, qui est rejointe par qui? Par des musulmans. Qui sont les premiers demandeurs d'une école dans laquelle la liberté de leurs enfants soit respectée. Et est-ce qu'une des solutions ne serait pas d'imaginer, mais peut-être est-ce impossible, l'école comme pure instruction, sans valeur, sans éducation, donc c'est ce que vous avez évoqué à travers les compétences, voilà, qui réglerait peut-être cette difficulté insurmontable de savoir que l'État ne peut pas imposer des valeurs communes qui satisfassent tout le monde. Alors la question est délicate parce que, en effet, je regrette fort qu'on ait choisi de changer le nom du ministère en 1932, à l'imitation d'ailleurs à l'époque de l'Italie fasciste, qui était populaire dans un certain nombre de secteurs des élites françaises. On est passé donc de l'instruction publique, qui avait le mérite d'être beaucoup plus clair, à l'éducation nationale, qui effectivement renvoie, et là je suis parfaitement d'accord avec Jean-Noël Dumont, à un projet parfaitement discutable. Pour autant, il est clair que dès lors qu'on instruit, on éduque aussi en partie, c'est-à-dire qu'on transmet un certain nombre de valeurs qui sont celles, je le disais, de l'attention, de l'étude, du respect de l'autorité du savoir et des maîtres. Par conséquent, effectivement, on ne peut pas tout à fait, alors pour employer un terme technique, si on veut, supprimer toute axiologie, toute référence à des valeurs dans l'institution scolaire. Pour autant, effectivement, moi je plaide pour qu'on se concentre sur les savoirs, avec effectivement des disciplines sans doute plus polémiques que d'autres. J'évoquais l'histoire tout à l'heure. Il est clair qu'on porte une certaine conception du monde et de la France dès lors qu'on enseigne l'histoire. C'est l'histoire à la fois comme science, mais l'histoire comme récit, dans lequel précisément eh bien, on peut faire communauté, parce que je suis d'accord avec vous qu'on ne s'assimile qu'à une communauté, mais je voudrais n'en connaître qu'une, la communauté nationale, formée ensuite effectivement de petites communautés qui participent, je dirais, à ce grand corps. Je ne crois absolument pas à la justice immanente du libéralisme que vous venez d'évoquer, selon quoi un établissement, par exemple islamique, serait sanctionné par le réel, ça mécaniquement, c'est-à-dire qu'il ne voudrait pas enseigner Darwin, eh bien il en serait puni ou sanctionné par l'inefficacité. Je ne crois absolument pas. On peut tout à fait concevoir, et moi je l'ai vécu ayant enseigné en zone sensible dans l'agglomération de Dunkerque pendant 4 ans, avec une très forte présence
musulmane dans les classes, qu'il y a des thèmes qui suscitent une hostilité, alors que moi je travaillais frontalement, mais que d'autres professeurs devaient endurer au prix de la sérénité de leur classe. Je ne crois absolument pas que cette unité de vue, cette unité symbolique que vous évoquiez, se produira à l'échelle du territoire, mais à moins qu'on veuille faire autre chose que la France, hein, puisse se construire à l'échelle du territoire par des établissements autonomes, chacun distinct, définissant eux-mêmes, je dirais à la fois non seulement leur atmosphère symbolique, parce que alors ça, en revanche, ça ne me dérange absolument pas, mais également leur programme, le type de recrutement des profs, peut-être la régularité des évaluations, parce qu'ainsi, c'est véritablement l'institution comme effectivement produisant de l'homogénéité, mais une homogénéité qui n'est pas nécessairement liberticide, dans le cadre des programmes de philosophie qui sont certes déterminés par une vingtaine de notions, j'accomplis mes cours dans les directions que j'entends, sans avoir un inspecteur de l'éducation nationale ou un commissaire politique, bien que certains de mes collègues syndiqués aimeraient sans doute remplir cette fonction, mais je peux développer effectivement mes perspectives d'enseignement à peu près comme je l'entends, mais dans le respect d'un certain nombre de règles collectives, de règles publiques qui me paraissent indispensables. Voilà sur ce point-là, et je te laisse... Oui, alors sur la distinction éducation et instruction, il est évident que la distinction ne peut pas être menée jusqu'au bout. Ne serait-ce que parce que on ne peut instruire que des gens qui sont préalablement éduqués, qui savent écouter, qui savent dire bonjour à la dame, qui savent rester assis, et donc qui sont éduqués à des mœurs qui permettent une certaine socialité. Donc, d'un certain point de vue, l'éducation est un préalable à l'instruction. C'est ce que dit d'ailleurs Aristote en Éthique à Nicomaque, on ne peut enseigner la morale qu'à des gens qui sont déjà policés. Et donc, alors c'était 1932 1932, oui. Bon, je crois que c'était 59, moi, l'éducation nationale. Non. D'accord. Bah, Le changement de nom, c'est 1932. Je suis content de m'instruire. On pourra vérifier. Merci. Donc voilà, on ne peut pas complètement séparer. On ne peut pas se complètement séparer pour une deuxième raison, c'est qu'on ne peut pas du tout concevoir qu'un enseignant, quelque discipline qu'il enseigne, que ce soit la biologie ou la philosophie ou l'histoire, ait une position de neutralité aseptisée, c'est impossible. Il y a forcément une présence même de son corps, simplement de sa personne, de sa voix, de ses références, de ses exemples, de sa manière d'être. Et un élève d'ailleurs sait reconnaître le bon professeur comme celui qui parle hors programme, à condition que quelquefois il parle du programme, et qui parle hors programme dans un engagement qui est celui de sa parole. Moi, le meilleur professeur que j'ai eu était marxiste. Il ne m'a pas rendu marxiste malheureusement pour lui, mais j'avais devant moi un homme engagé. Mais je savais que son engagement ne figurerait pas dans la récitation écrite. Voilà. C'est-à-dire que ce qui sera vérifié, donc il faut distinguer ce qui est vérifié et ce qui n'est pas vérifié. Ce qui est vérifié, c'est la connaissance. Après, tout ce qui est l'atmosphère, la présence, ce qui véhicule bien au-delà des connaissances, c'est irréductible, ou alors il faudrait remplacer l'enseignement par des fiches ou des fiches informatiques, que sais-je. Mais ce qu'il y a de beau dans l'enseignement, c'est que la vérité a un visage. Je souscris totalement. Oui. Et qu'elle passe par une présence, par le risque d'une personne et par une relation interpersonnelle. Et si je suis attaché à l'idée de liberté d'enseignement, c'est parce que je suis préalablement attaché à l'idée de liberté de l'enseignant. Et cette liberté dans l'exercice même de sa profession. Alors maintenant, sur ma croyance quelque peu naïve à la régulation automatique des libertés, j'essaye de maintenir cette croyance. C'est vrai que dans l'ordre de l'éducation, je vois mal comment une école qui ne donnerait pas part à la technique, à la
science et aux responsabilités dans ce monde pourrait longtemps avoir des élèves. Peut-être une secte, éventuellement, mais il y a bien... Pourquoi? Parce que ce qui est propre au savoir, quelle que soit la bouche qui le formule, c'est l'ouverture à l'universel. Et donc, même moi, qui par exemple ne suis que catholique, au moment où je parle, il y a aussi des étudiants qui ont suivi mon enseignement. Dans mon enseignement, je parle sans doute comme catholique, ça peut se voir partout, mais en même temps, il y a une ouverture à l'universel. Parce que ça, c'est le propre du savoir. C'est ce que l'école assume, c'est cette ouverture à l'universel. Alors, ce que je n'admets pas dans l'idée d'État, c'est la confusion de l'État et de l'universel. En cela, je ne suis pas hegelien. Oui, j'ai bien compris. Mais si je puis me permettre, il me semble que cette élévation à l'universel, ce goût de l'universel et cette incarnation de l'universel à travers le style particulier du professeur, à laquelle je tiens autant que vous, ne me paraît absolument pas détruite a priori par des programmes nationaux. Il me semble qu'il faut surtout que les programmes soient bons, qu'ils soient rigoureux, qu'ils soient exigeants, plutôt que de les disséminer dans des communes libres ou des établissements autonomes divers et variés. Ensuite, vous semblez indiquer qu'il y a des fonctionnalités du savoir, en tout cas des éléments, des disciplines qui ne pourraient pas ne pas être enseignées, sans doute, oui, pour les sciences. Mais dès qu'on rentre dans la littérature et l'histoire, alors là, effectivement, les différences d'univers symbolique, moral, moraux, familiaux, etc., vont véritablement se faire sentir et se faire sentir durement. Parce que je ne suis pas convaincu... alors, pour être tout à fait honnête, j'enseigne plus Freud depuis bien longtemps, parce que j'en suis... Oui, merci. Ça n'a pas été un cheminement héroïque. Hein. Enfin, disons qu'il m'a semblé qu'à un moment ou à un autre, il fallait arrêter et aborder la question de l'inconscient par d'autres biais. Mais quand bien même le voudrais-je, dans certains contextes aujourd'hui, ou face à certaines populations d'élèves, ça, Darwin, mais aussi bien tel ou tel passage un peu cru de la littérature française, rencontre une hostilité palpable. Donc, effectivement, pour les sciences, on en pratique partout les sciences, hein, de Kuala Lumpur à Mogadiscio, de Riyad à New York et de Paris à Pékin. Pour ce qui est de la littérature, pour tout ce qui engage justement l'univers des valeurs, à la fois esthétiques, morales, sociales et historiques, là, ça se gâte. Si vous pouvez faire une réponse brève, ensuite on fera une pause et on pourra passer aux questions de la salle. Merci. Alors pour ce qui est de la question des programmes, la difficulté est réelle. C'est pour ça que j'ai dit que moi je n'étais pas absolument certain, j'ai pas de proposition à faire, j'ai des interrogations à soulever. Je pense que l'idée d'un rendez-vous à quelques évaluations nationales permettrait d'apporter un tempérament à la liberté d'initiative dans les programmes. Mais en même temps, donc si on dit, je ne sais pas, tous les 3 ans, il y a une grande vérification nationale des acquisitions, ça permet aussi à chaque établissement de cheminer dans ses acquisitions à son rythme et en privilégiant tel ou tel aspect de ses acquisitions. En revanche, je suis très intéressé par la distinction que vous faites entre les disciplines scientifiques et les disciplines littéraires, disons. C'est vrai que les disciplines littéraires ouvrent à une complexité beaucoup plus grande et à une diversité. Moi, je pense que, effectivement, cette diversité des références, car il y a une littérature turque, il y a une littérature égyptienne, il y a une littérature indienne, il y a, etc. Je crois que cette ouverture à ces différences peut être une richesse. Et que c'est, au fond, le dialogue même de ces cultures qui peut permettre à chacun de croître en liberté, en discernement. On a beaucoup à recevoir, chacun d'entre nous a beaucoup reçu, j'ai pour ma part beaucoup reçu de toute autre littérature que celle de Flaubert passablement étroite, et donc il est heureux aussi que l'école puisse s'ouvrir à cette diversité. Il me semble que la diversité n'est
est un facteur d'enrichissement que sur fond d'unité suffisante. Et là, on retrouve la question de l'homogénéité. Car en effet, aujourd'hui, on fait l'expérience d'une diversité qui est plutôt source de division que de dialogue. Je suis aussi attaché au fait qu'on étudie autre chose que la littérature française. Mais j'aimerais tout de même qu'on étudie aussi la littérature française. Et particulièrement l'histoire de France, parce qu'aujourd'hui, j'évoquais la World Histoire tout à l'heure. On offre à l'émerveillement des élèves, alors ça a toute sa dignité en soi, l'étude d'un royaume malien, au collège, d'un royaume malien du XIIIe au XVe siècle, je fais peut-être une erreur d'un siècle, ou encore du royaume Monomotapa ou Grand Zimbabwe du XVe au XVIIe siècle. Alors ça a toute sa dignité en soi. Est-ce que ça permet à un élève français, parce que je tiens qu'il faut qu'il y ait encore des Français et une France, est-ce que ça permet à un élève français de s'emparer de lui-même, de son existence, de son patrimoine, de son héritage? Alors vous me direz s'il est malien. Oui, eh bien moi j'ai tendance à penser que l'élève malien soit devient français, soit retourne sur la terre de ses ancêtres, soit du moins produit en lui-même ou accepte en lui-même un dialogue entre la littérature française, l'histoire de France, et puis sa propre identité qui sera familiale et qui relèvera de l'éducatif. Mais je ne sache pas que l'institution scolaire publique est à se plier à la diversité de faits, qui est réelle, qui a toujours existé en France. Je crois qu'elle a à forger une unité suffisante, alors pas une unité totalitaire, pas une unité sans aucune différence interne, sans aucun jeu de la liberté, hein, bien entendu, mais tout de même une unité suffisante qui permet à la diversité de produire ses fruits. Merci, je vous propose d'interrompre quelques minutes jusqu'à 17h ce dialogue, qu'on pourra continuer et ouvrir avec vos questions. Merci, donc un goûter vous est servi.